Bonjour à tous, bienvenue sur Africa 24. À la une de l'actualité, au Bénin, l'élection présidentielle sera finalement reportée. Le Parlement a voté une loi dans ce sens. Reste encore la promulgation du texte par le président Thomas Yaïboni. En Tunisie, une assemblée constituante sera élue le 24 juillet prochain. C'est ce qu'a annoncé jeudi le président de la République par intérim, Foued M'Baza. Objectif de cette assemblée, la rédaction d'une nouvelle constitution. Et à Djibouti, c'est une journée de contestation. L'opposition réunie appelle à la mobilisation générale et pacifique ce vendredi à 14 h. Une manifestation interdite par le gouvernement du Premier ministre Dileïta Mohamed Dileïta à la dernière minute. Mais tout d'abord, au Bénin, le Parlement a voté une loi pour le report du scrutin alors que l'opposition estimait qu'1 million de personnes étaient privées de leur droit de vote. Nous sommes en ligne avec notre envoyé spécial à Cotonou, Nicolas Kukel. Alors Nicolas, comment s'est passée la séance parlementaire et quelles sont les décisions qui ont été prises? Vous le savez, depuis près d'une semaine, des voix s'élevaient pour demander un fameux report de ce premier tour de l'élection présidentielle. Alors, à la suite de plusieurs réunions entre les 11 des 14 candidats et les deux anciens présidents, Émile Darazansou et Nicéphore Soglo, tous étaient tombés d'accord pour reporter cette élection et permettre à près d'1 million de Béninois de s'inscrire sur la fameuse LEPI, ce qui leur permettrait de participer à cette présidentielle. Alors, ce jeudi soir, une séance extraordinaire s'est tenue à l'Assemblée nationale pour justement statuer sur cette question. Et donc, le Parlement béninois a approuvé ce vendredi matin à 5 h une loi pour reporter l'élection présidentielle qui était prévue dimanche. 60 députés ont voté en faveur de ce texte, 4 se sont abstenus sur les près de 80 députés qui siègent à l'Assemblée. Alors aujourd'hui, on attend de savoir quand, une fois que la loi sera promulguée par le président Yaïboni, afin qu'elle puisse entrer en vigueur, on attend de savoir à quand sera reporté ce premier tour de l'élection présidentielle, car la campagne était censée se terminer ce soir ici au Bénin. Justement, concrètement, est-ce qu'on a une idée de la date qui est retenue pour l'organisation du scrutin? Alors, pas du tout, tant que la loi n'est pas promulguée, nous n'avons pas d'informations. Ce que je peux vous dire, c'est que les instances qui organisent ce scrutin, à savoir la Sénat, la Mirena et la CPS-LEPI, se sont réunies ce matin pour trouver des solutions et s'organiser pour ce report. Pour l'heure, nous ne savons pas, même si nous savons que la loi permet de 5 jours pour que les Béninois puissent se faire enregistrer, on ignore comment, d'un point de vue technique, quelle formule va être adoptée pour le recensement, l'enregistrement et surtout la délivrance des cartes d'électeurs à ce million d'abonnés, ce million de Béninois, qui sont en attente de pouvoir voter. Donc, en fonction des conclusions qui seront rendues aujourd'hui par la Sénat, nous devrions connaître dans les prochaines heures la date de ce premier tour de l'élection présidentielle. Merci Nicolas pour ces clarifications. Vous êtes notre envoyé spécial au Bénin. Une nouvelle république verra-t-elle le jour en Tunisie? Le président par intérim Foued M'Baza a annoncé hier l'élection d'une assemblée constituante pour le 24 juillet prochain. Elle aura pour objectif la rédaction d'une nouvelle constitution. D'ici là, Foued M'Baza restera à la tête de l'État pour combler le vide constitutionnel. Le point avec Sabrina Souelmia. Élection d'une nouvelle assemblée constituante en Tunisie le 24 juillet prochain. Le président par intérim Foued M'Baza l'a annoncé lors d'une allocution télévisée. Les Tunisiens vont être appelés aux urnes cet été. L'Assemblée nationale élue démocratiquement aura pour charge de préparer une nouvelle constitution. C'est une page qui se tourne pour les institutions politiques tunisiennes. La semaine dernière, je vous ai promis un nouveau plan pour un régime structuré qui inclurait tous les partis politiques. Aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle phase en vue d'établir la souveraineté du peuple au moyen d'une politique nouvelle, un système qui rompt avec l'ancien régime. Le chef du gouvernement par intérim consent donc aux revendications des manifestants. Depuis 2 semaines, les Tunisiens protestaient sous les fenêtres des ministères pour réclamer la tenue d'élections. Il s'agit d'une nouvelle satisfaction après avoir obtenu la démission du gouvernement transitoire de Mohamed Khanouchi. Les manifestants saluent donc cette décision historique, mais restent vigilants. Le discours donc est positif à ce point-là. Il est rassurant. On peut dire que beaucoup ici disent nous restons sur notre soif. Ils ont raison d'être sceptiques jusqu'à une certaine mesure. Parce qu'ils ont eu tout le temps des promesses et depuis 50 ans, ils ont vécu sous le joug de la dictature. Donc aujourd'hui, ils attendent des concrétisations. Moi, je pense, parmi beaucoup d'autres, que cette concrétisation a commencé. Foued M'Baza a tranché. Il donne ainsi son aval aux partisans favorables à une rupture totale avec les institutions du passé du régime Ben Ali.
À Djibouti, l'opposition s'est réunie pour une journée de contestation. En cause, le président Esmaïl Omar Guelleh qui tient les rênes du pays depuis 33 ans. En ligne avec nous, Alexis Mohamed, vous êtes membre du collectif pour la démocratie et président du mouvement des Républicains solidaires. Alors, pourquoi un appel à manifester ? Aujourd'hui, il y a un total rejet de 33 années d'immobilisme de la part du gouvernement, de ces partis politiques qui est actuellement au gouvernement aussi. C'est aussi le rejet des 12 ans de néant absolu en termes des politiques économiques et sociales. Ces 12 années auxquelles le peuple de Djibouti a été passif, malheureusement. Merci Mohamed. Également avec nous, Daher Ahmed Farah, leader opposant du mouvement pour le renouveau démocratique et le développement. Alors, quelle est la marge de manœuvre de l'opposition aujourd'hui à Djibouti ? Les Djiboutiens se battent pour la démocratie depuis des années. Le parti d'opposition à Djibouti, dont le nôtre, le MRD, existe depuis des années. Il est vrai que certains partis d'opposition, un certain nombre des partis d'opposition sont reconnus, mais ils ne peuvent pas exercer leurs activités de manière libre. À preuve, l'interdiction qui vient de s'abattre sur la manifestation prévue pour aujourd'hui. Merci Monsieur Farah. En France maintenant, où le président sud-africain Jacob Zuma est en visite officielle, il s'est rendu jeudi à l'Institut français des relations internationales. Le débat s'est concentré sur les enjeux et les défis à relever en Afrique du Nord du fait des révolutions arabes, mais aussi la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Un reportage de Myriam Selam, commentaire d'Aïssatou Diamanka-Besland. Tour d'horizon du continent africain avec le président Jacob Zuma. Lors de sa visite de 2 jours sur le sol français, le président sud-africain est venu apporter à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, son analyse sur les défis et succès de son continent. L'occasion d'entendre la voix d'un des pays les plus prospères de l'Afrique à l'heure où elle connaît de nombreuses mutations, avec en première ligne les révolutions arabes. Tragic developments in Libya. Nous avons noté une stratégie de développement en Libye par rapport à la situation actuelle. Les engagements doivent être pris par les Nations Unies et l'Union africaine pour sortir le pays de cette crise. Face au challenge qu'auraient à relever des pays tels que la Tunisie, l'Égypte ou la Libye, le président sud-africain a tenu à saluer la réussite du référendum qui s'est tenu en janvier dernier au Soudan. Nous sommes fiers du succès africain. Nous soutenons la position de l'Afrique dans le monde. Le Soudan a ainsi prouvé que c'est possible de trouver des solutions même dans les situations les plus difficiles dans notre continent. Une phrase qui semble faire écho face à la crise que connaît la Côte d'Ivoire. Restant très évasif sur cette question, le chef de l'État, qui fait partie du panel mandaté par l'Union africaine, s'est voulu rassurant. Nous avons confiance dans le fait que l'Union africaine et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest aideront le pays à trouver une solution. Le président sud-africain doit se rendre ce jeudi en Mauritanie pour une réunion sur ce sujet. Les 5 pays du panel auront alors jusqu'à la fin du mois pour apporter des solutions contraignantes aux 2 camps qui se disputent le fauteuil présidentiel. Et à espérer sortir le pays d'une crise qui s'enlise depuis le 28 novembre 2010. Terminons cette édition sur une note culturelle à l'occasion du FESPACO, le Festival panafricain de cinéma et de télévision de Ouagadougou au Burkina Faso. Un colloque était organisé jeudi sur le thème de la production cinématographique. À l'heure où les salles de projection ferment et où le marché est inondé des films occidentaux, le cinéma africain tente de trouver sa place, mais la production à l'échelle nationale est encore très faible. Un reportage de notre envoyé spécial à Ouagadougou, Senami Juravert, commentaire de Lucie Barras. Cinéma africain et marché, tel est le thème de ce 22e FESPACO. Pendant 2 jours, les professionnels du 7e art se sont réunis ici, au Centre national des archives, afin d'élaborer une stratégie pour dynamiser le secteur. Sur l'ensemble du marché cinématographique du continent, la part des films africains représente 3%, contre 70% pour les films américains. Les productions africaines ambitionnent aujourd'hui de conquérir les marchés locaux et internationaux. Les intervenants de ce colloque ont donc planché sur la question en tenant compte des difficultés rencontrées par les professionnels. Les difficultés, il y en a surtout les plans, mais le plus pire, c'est la distribution. Parce que le réseau Africa n'est pas encore mis au point comme il faut.
Mais je pense qu'à long terme, on trouvera une meilleure solution pour tout le monde. Le Maroc produit 20 films par an, l'Afrique du Sud 10. Avec de telles disparités en matière de production, il est important de parler de cinéma national. Il reviendrait donc à chaque pays de booster le secteur de sa propre production cinématographique avant de pouvoir parler légitimement de cinéma africain. Pour aboutir à ce résultat, le soutien des gouvernements est primordial. Si les gouvernements ne sont pas impliqués, on ne pourra pas mettre en place la régulation, la fiscalité. Vous savez, c'est une économie très large, hein. Les gouvernements doivent être impliqués dans la formation, dans la production, dans la distribution, quitte à ce que cela permette aux entrepreneurs privés d'émerger et d'émerger. Autre élément essentiel, produire tout en préservant l'imaginaire des populations. Créé en 2004, le programme de l'UEMOA pour la distribution et la circulation de l'image en Afrique œuvre dans ce sens. L'espace UEMOA étant envahi depuis quelques années par des productions télévisuelles cinématographiques qui nous viennent d'ailleurs, a senti la nécessité d'encourager les productions nationales afin de pouvoir permettre à nos populations d'avoir aussi des images qui leur renvoient à eux-mêmes. En un mot, nous avons voulu faire des films africains destinés à des Africains et par des Africains. À l'issue de ce colloque, plusieurs recommandations ont été faites. La production de films a été fortement encouragée car elle apparaît comme le seul remède à la fermeture des cinémas. Pour se développer, le cinéma africain a besoin d'une mise en réseau des professionnels, d'une implication forte des gouvernements et d'un cadre juridique de soutien aux producteurs. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur Africa 24.